Dossier 4, page 52. Activité 1 à 5. Première partie. Poète, romancier, médecin de marine, ethnologue, archéologue, Victor Ségalen aura surtout été un grand voyageur. En effet, comment ne pas aborder Ségalen par le voyage? Mais comment aussi échapper au poncif aujourd'hui si rapidement associé à ce mot? Car le voyage pour Ségalen n'avait rien du tourisme, rien d'un exotisme de pacotille. Il se sentait exote, selon ce mot qu'il avait forgé pour mieux dire son rapport à l'ailleurs. Et si du plus profond de son être, il aspirait au divers, c'est un divers qui ne divertit pas, comme il le disait. C'est par la quête, l'effort pour aller toujours plus loin, à l'extrême des émotions, des sensations, des expériences, que Ségalen entreprenait ses voyages, et c'est pour toucher au mystère qu'il parcourra des milliers de kilomètres en Chine. Deuxième partie. C'est-à-dire qu'il a, il a vu ce qui à cette époque-là était le monde sauvage, enfin qu'on disait encore sauvage. Bon, on a appris, et Gauguin l'avait bien expliqué, mais ce que Ségalen a vu, mais que d'autres voyaient peu encore à l'époque. Bon, Gauguin a bien expliqué que les sauvages n'étaient pas plus sauvages que nous, et que notre sauvagerie ne valait pas mieux que la leur, surtout la sauvagerie des colonisateurs et des missionnaires qui arrivaient chez eux. Donc oui, il a vu ça, il l'a compris, et puis il a eu cette intuition qu'ont eu certaines personnes avant, parce que il y a eu des choses, mais peu enfin de gens qui pouvaient tout d'un coup se sentir aussi bien en étant ailleurs et se dire mais je suis aussi là. Ça c'est une part de nous qui a été amputée par notre culture, par notre civilisation, par nos chapeaux, nos bottines, nos cols durs, etc. Et ça il a eu cette intuition absolument formidable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait ensuite pu convertir cette intuition de l'autre côté, c'est-à-dire dans un autre ailleurs, qui est un ailleurs quand même totalement différent, parce que entre la Polynésie et la Chine, c'est les deux bouts du monde, quoi. Oui, si on met la Bretagne au milieu, alors là, c'est une sacrée géographie. Voilà. On peut tout, à partir de là, on peut tout couvrir, on peut rajouter les autres. Troisième partie. Avec les immémoriaux, Marie Dolé, Victor Ségalen pose son regard sur un passé qui est en train de disparaître, une culture qui est en train, selon lui, d'être anéantie. Donc on voit qu'il y a là un regard nostalgique et également un regard qui est proche d'une sorte de rêve de pureté, de quelque chose qui serait en train d'être abîmé et ça, on va le retrouver ultérieurement dans d'autres textes. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une sorte de rêve d'absolu. Oui, il y a chez lui peut-être une espèce de fascination pour l'origine. Mais l'origine dans la mesure où elle ne peut pas elle ne peut jamais être retrouvée, elle ne peut jamais être découverte. Et vous avez raison, il y a chez lui cette fascination pour ce qui est en train de disparaître. C'est à chaque fois, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Chine, ce qui le fascine, c'est toujours ce qui vient de disparaître, ce qui a disparu et dont on peut encore retrouver la trace ou imaginer la forme. Dossier 4, page 53. Activités 11 et 12. Poivrée, sucrée, salée, odorante, enivrante, telle est la route des épices, moins connue que celle de la soie, mais tout aussi précieuse, peut-être encore plus, indispensable, et maritime, sans doute la raison pour laquelle elle est moins connue que la route de la soie. L'Europe du Nord n'est pas très riche en variétés de goût. Ce qui donne du goût, en effet, très souvent, est dû au soleil, l'abondance de l'ensoleillement. Dans leur inlassable exploration du monde, les Européens s'appliquèrent donc à rechercher des senteurs, car le nez participe beaucoup au goût, des saveurs nouvelles. Route des saveurs, route des arômes, route des épices, tout un roman.
Parmi bien d'autres, la famille Polo, le père, l'oncle et Marco, allant jusqu'en Chine, les religieux de différents ordres monastiques ramenèrent en Europe à la fois de précieuses connaissances et le goût de saveurs nouvelles. Ces merveilles orientales ne furent pas acquises sans de lourdes contreparties. Ainsi, la peste noire de 1346 entra par les bateaux stationnés en mer Noire, tuant sans doute 25 millions d'Européens. Pendant cette épidémie, la noix de muscade fut considérée, notamment en Angleterre, comme un remède, et son cours fut plus élevé que celui de l'or pendant une vingtaine d'années. Sortant de la torpeur dans laquelle la chute romaine et la chrétienté les avaient enlisés, les Européens entreprirent leur exploration du monde au XVe siècle, financés par les négociants et les marchands des grandes villes à la recherche de comptoirs d'échange. Ce qui manquait à l'Europe, c'était la quantité de biens et les liquidités accaparées par les privilégiés. Les nouvelles voies tracées d'abord par les Portugais, les Espagnols, les pilotes vénitiens ou génois devaient apporter cette indispensable ouverture. Christophe Colomb chercha la Chine par l'ouest, Vasco de Gama atteignait l'Inde en 1499 après 630 jours de voyage. La vente des épices, en particulier les clous de girofle et les teintures, rapportèrent 60 fois le coût total de l'expédition de Vasco de Gama. La route des épices était définitivement ouverte. Dossier 4, page 55. Activités 5 et 6. Et globalement, le monde est de plus en plus en mouvement. Tout à fait. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 200 millions de personnes migrantes dans le monde, de toutes catégories confondues. Ça fait 3%. 3% de la population mondiale, et on était à 150 millions de personnes à la fin des années 90. Et ça, c'est entre autres parce que les avions sont devenus accessibles, oui, les bateaux, parce que, le transport, oui, tout et simplement. puis que les gens ont des passeports aussi, la généralisation des passeports à peu près partout dans le monde. Donc l'autorisation de sortir de chez soi, même si l'autorisation d'entrée est plus difficile. L'information, on regarde la télévision, on écoute la radio, on peut être sur Internet quand on a l'électricité, on voit ce que rapportent les migrants. Donc les gens n'acceptent plus le malheur d'être nés dans un pays pauvre et mal gouverné. Et ça, c'est une grande différence par rapport à il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Le déterminisme et le fatalisme ne sont plus de mise. Et ceux qui considèrent qu'ils sont nés dans des pays de cette nature considèrent qu'ils ont autre chose à faire et à changer leur vie ailleurs en partant. Mais ceux qui partent, c'est quand même souvent par nécessité, non ? Oui, mais c'est une nécessité qui n'est pas nécessairement une nécessité immédiate. C'est-à-dire, ce ne sont pas les plus pauvres, c'est pas nécessairement là où la pression démographique est la plus forte. Ce sont des gens qui sont informés, qui ont un projet migratoire et qui ont un projet individuel. On part plus parce qu'on se dit j'ai une famille sur le dos et qu'il faut que je prenne en charge cette famille, mais parce qu'on veut réaliser son projet. Beaucoup de migrants sont des entrepreneurs d'eux-mêmes. Ils ont un idéal, disons, qu'ils veulent réaliser parce que les gens ont une vraie volonté de changer de vie. Et ils considèrent qu'avec la migration, ils sont capables de changer de vie. Dossier 4, page 55. Activités 8, 9 et 10. Si l'Afrique séduit aujourd'hui les couturiers, ce n'est plus par le côté colonial, comme on l'a vu pendant longtemps, mais de façon novatrice. Oui, ça fait des années que l'Afrique n'avait pas autant inspiré la mode, avec un regard effectivement tourné vers l'avenir, en évitant de brasser des clichés et puis un folklore figé comme ça a été longtemps le cas, notamment au début du XXe siècle, où on baignait dans une imagerie coloniale, et même beaucoup plus tard dans les années 80. On était vraiment dans une Afrique de fantasmes, avec systématiquement des peintures de guerre sur les mannequins,
mannequins, des imprimés Panthère, et même à une époque, c'était pas rare de voir des mannequins blancs passer au fond de teint foncé pour évoquer une certaine idée de l'exotisme. Et il y avait aussi un côté très out of Africa dans tout ça, où les femmes se rêvaient un peu en Karen Blixen en safari. Et puis surtout quand on parle de la mode et de l'Afrique, il faut pas oublier le rôle de couturiers comme Paco Rabanne ou Yves Saint Laurent, qui étaient les premiers à faire défiler des mannequins noirs au début des années 60. La collection Bambarat de Saint Laurent en 1967 continue d'inspirer les créateurs aujourd'hui. On le voit par exemple dans toutes les robes brodées de Cori, vous savez ces coquillages, qu'a fait John Galliano pour Dior ce printemps. John Galliano séduit par l'Afrique puisqu'il a même intitulé sa collection Tribal Chic cette année, après avoir vécu ce qu'il appelle une véritable expérience au Kenya en 2007. Oui, tout à fait, c'est quelqu'un qui vit la mode comme une expérience globale, sensorielle. Une collection commence toujours par un voyage et là il a passé beaucoup de temps effectivement avec les Maasai. Le résultat de cette immersion, c'est que certains imprimés évoquaient la peinture au doigt, il a beaucoup aussi travaillé le cuir et les accessoires les plus spectaculaires de la collection sont inspirés en fait directement des statues de fécondité qu'on retrouve quasi dupliquées en collier, en bracelet et même en talons de chaussures. Et puis comme John Galliano l'expliquait à Catel Pouliquin, qui est l'auteur de ce sujet dans l'Express Style, il aime faire s'entrechoquer des couleurs, des idées, des cultures, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et c'est vraiment, je trouve, tout ce métissage de références qui donne la modernité des collections du printemps. Dossier 4, page 56. Activités 5 et 6. Quand on voit qu'à partir de 1962, le couscous est devenu un plat national français, alors qu'il n'était qu'un plat de l'outre-mer et de notre empire colonial, on voit bien que ces frontières sont extrêmement poreuses. Surtout aujourd'hui, la paella se mange partout. Et alors, si on regarde à l'extérieur de l'Europe, eh bien, on voit qu'un certain nombre de produits et de plats américains ont été introduits, et depuis fort longtemps, depuis le XVIe siècle, dans les cuisines européennes. Donc, il n'y a même plus la frontière de l'Atlantique. Regardez le cassoulet. Véritable plat national français. Si vous l'analysez bien d'un point de vue géographique et historique, il est constitué de haricots qui viennent d'Amérique, il est constitué de tomates pour faire un peu la sauce, ça vient d'Amérique aussi, et le confit de canard ou d'oie qu'on doit mettre à l'intérieur du cassoulet vient d'animaux, de volatiles qui ont été nourris avec du maïs, lui aussi américain. Donc c'est un plat totalement américain. Et alors j'ai évoqué tout à l'heure l'importance qu'a prise dans la gastronomie et dans le discours sur la gastronomie le concept ou le mot même, simplement, disons le mot, ça suffira, de terroir. Qu'est-ce que vous pensez de cette référence au terroir, et est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de réinventions, soit de résurrection de traditions qui avaient disparu, soit même d'invention de la tradition, selon la formule célèbre? Oui, on peut, bien sûr que c'est un mot fourre-tout, c'est un mot ambigu, polysémique, etc. Mais moi, en tant que géographe, qui me touche beaucoup, parce que le terroir, en matière alimentaire, mais ça c'est vrai aussi pour les paysages. D'ailleurs, il y a un lien entre alimentation et paysage autour du concept de terroir. De manger un plat ou un produit brut, de boire quelque chose et en fermant les yeux de voir le paysage d'où vient ce produit, c'est merveilleux. Et de consommer le produit, par exemple, de boire un verre de vin avec le vigneron qui l'a produit dans sa vigne ou dans sa cave ou devant sa maison avec le paysage derrière, c'est une émotion formidable. C'est du concentré de géographie. Ça vaut tous les cours de géographie du monde. On devrait mettre ça d'ailleurs dans les programmes du secondaire. Et pour moi, en tout cas, le terroir a un immense avantage, c'est qu'il est le moyen d'éprouver le plus d'émotions possible dans une période où on a très peur de la mondialisation, et pour beaucoup de Français, mondialisation égale uniformisation. Et moi, je pense qu'il y a une autre vision de la mondialisation, comme de l'Europe d'ailleurs, ça va ensemble, une autre vision de la mondialisation qui est la possibilité de renforcer et de magnifier les identités locales tout dans un esprit d'échange, non pas dans un esprit d'enfermement et d'identité justement avec des frontières autour, mais dans un esprit d'échange. Tiens, je vais piquer dans ton assiette, tu piques dans mon assiette.